Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouveau système de jeu de rôle maison, Décimation, qui tient en 2 pages. C'est un système D10 minimaliste au service de la narration, comme j'aime à le dire, mais là peut-être encore plus que Seigneur et Brigand. Et on va le parcourir ensemble et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors sur 2 pages, vous savez lire, il n'y aura pas de problème, mais je voudrais en plus de ça vous expliquer la raison de mes choix. Et avant de plonger là-dedans, certains savent que j'ai déjà un système de jeu de rôle maison qui s'appelle Seigneur et Brigand. Vous pouvez d'ailleurs télécharger, je vous mettrai le lien en description, ou directement sur mon Discord. Le lien est également en description. Et ce système est récemment arrivé à maturité complète, c'est-à-dire que j'en ai fait plusieurs versions, et je pense que là j'en ai une version complètement peaufinée, qui me plaît beaucoup, et il se trouve que pourtant je change de système. En tout cas j'ai voulu l'essayer récemment, je l'ai essayé, et je pense que je vais l'adopter. Alors pourquoi ? Tout d'abord, je veux dire que je ne renie absolument pas mon système précédent. Ce sont 2 systèmes bien différents. Je pense même que Seigneur et Brigand va convenir à certaines personnes qui n'aimeront pas forcément Décimation, qui est beaucoup plus dépouillé. Là où Seigneur et Brigand a quand même une certaine granularité. Et justement, c'était l'objectif de Seigneur et Brigand, c'était de trouver un bon équilibre entre simplicité, un système qui ne prend pas de place dans la narration, mais qui avait quand même un certain réalisme et une certaine granularité, avec quand même quelques bonus, plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, quelques voix, quelques chiffres, quelques différences entre les armes par exemple, avec la longe, bref. Ça ne prenait vraiment pas de place, je pense qu'il y avait un bon mélange entre les deux. Et donc j'en suis toujours très content, je pense que c'est un bon système pour ceux qui aiment ce genre de jeu, ce qui est mon cas. Donc je ne le renie pas. En revanche, maintenant qu'il est à maturité, j'ai pu le tester dans sa meilleure version, en tout cas à mon sens, et je me suis rendu compte, surtout dans ma campagne actuelle, que même un système qui est simple comme celui-ci, eh bien c'est encore trop pour moi. C'est-à-dire que, non pas que je comprends pas mon propre système, mais il prend encore trop de place dans mes histoires, dans ma narration, et je vais vous dire de quelle manière. Lorsqu'il y a un système avec une granularité, notamment pendant les scènes d'action et les combats, il y a souvent des référentiels communs. Le combat fonctionne d'une certaine manière, avec une difficulté particulière pour les ennemis, avec quelques bonus en fonction des armes, etc. Si les règles sont là, en général, on a envie de les utiliser. Le problème, c'est que dans beaucoup même de scènes de combat d'action, si on veut les rendre hautes en couleur, parfois on s'emporte dans la narration et on se rend compte que dans ce qui se passe on peut pas vraiment appliquer le système tel qu'il est sans dénaturer la narration. Et donc ce qui se passe souvent, c'est que c'est le système qui va générer la narration, alors que moi j'aimerais vraiment que ce soit dans l'autre sens. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai joué un combat vraiment viscéral récemment entre 2 personnages, le personnage d'une de ma joueuse et un PNJ féminin, un petit peu son alter ego d'une certaine manière. Bon, bref, peu importe, elles ont combattu âprement au couteau, elles se sont retrouvées par terre, c'était vraiment viscéral et pourtant c'était pas des combattantes, hein, très clairement. Et il s'est passé beaucoup de choses, elles sont tombées, il y en a une qui a pris un verre sur une table et qui lui a éclaté sur la tronche, les couteaux ont été sortis, elles ont roulé, quelqu'un est venu l'aider, l'a tiré, enfin bref, quelque chose de très narratif. Et je me suis retrouvé bien souvent dans ces moments, lorsque je faisais jeter les dés, à ne pas pouvoir ou à ne pas vouloir appliquer le système tel qu'il était de combat parce que ça ne collait pas à la situation. Alors oui, Seigneur et Brigand est suffisamment souple pour qu'on puisse justement le moduler en fonction de ces situations, et vous me direz, bah, pourquoi ne pas le faire ? Bah, pourquoi pas ? Et c'est pour ça que je le fais. Le problème, c'est que je me prends à le faire très souvent, et donc pourquoi avoir un système qui malgré tout prend une certaine place, même si je pense que c'est peu par sa granularité, des plus 1, des plus 2, des petits calculs, ah oui, cette difficulté, mine de rien, c'est simple, mais ça prend quand même de la place, ça parasite quand même l'esprit du MJ. Moi j'ai envie de me libérer de tout ça pour me concentrer uniquement sur les descriptions narratives et ce qui se passe, pour pouvoir être complètement libre. Et dès qu'on met des règles comme ça, il y a une sorte de carcan qui se referme, aussi simples les règles soient-elles. Et donc je me suis pris souvent à devoir interpréter les règles, même à m'en éloigner, vraiment de manière assez fréquente. Et je vous donne donc un nouvel exemple, mais il y en a eu plein d'autres.
J'ai un joueur qui joue un voleur des rues, donc pas très fort en combat, mais discret et vif comme l'éclair, et il s'est retrouvé aux prises avec un garde bien protégé, avec une lance, donc une plus grande allonge, qui l'a tenu à distance avec sa lance et qui le menaçait. Et il a voulu tenter quelque chose, un effet de surprise, pour prendre la lance du garde en le divertissant ou en attirant son attention ailleurs, bref, quelque chose d'un petit peu fourbe. Mais les règles telles qu'appliquées dans le combat, parce qu'il voulait ensuite le poignarder, donc je devais prendre en compte la protection du garde, tout ça, fait que ça rendait la chose très difficile. Il y avait un différentiel entre les deux combattants et surtout l'équipement de l'un et de l'autre, qui rentre beaucoup en compte dans Seigneur et Brigand. Donc je fais jeter les dés et il dépense beaucoup de détermination, c'est l'équivalent de la ressource de chance qu'il utilise. Et on sent qu'il s'arrache vraiment pour réussir le jet de justesse. Et il réussit, mais de justesse. Or, dans mon système, justement pour qu'il y ait une certaine granularité et un certain réalisme, la marge de réussite est un facteur déterminant dans l'impact que va avoir une passe d'armes réussie. Et là, mais il a réussi de justesse, mais en s'arrachant. Et donc, si je respectais les règles complètement, c'était simplement une égratignure contre ce garde. Et donc, passer la surprise, ça aurait été un combat classique, et là, mon personnage joueur n'avait plus aucune chance. Ça n'avait aucun sens dans l'intensité narrative du moment. C'est-à-dire qu'il s'est tellement arraché que le simple succès, le simple fait de réussir de justesse aurait dû lui permettre de réussir complètement l'action et pourquoi pas de trancher la gorge du garde. Donc encore une fois, vous me direz, mais pourquoi ne pas avoir décidé ça? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décidé. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça se reproduit vraiment souvent et au final, je me retrouve souvent à être aux prises avec mon propre système parce que tout simplement, le système, il est quand même là. Donc, je pense qu'il est peu là, beaucoup moins présent que d'autres systèmes, mais c'est encore trop pour moi. Et donc, j'ai commencé à vouloir m'orienter sur un système qui ne me contraint pas et que je peux appliquer sur toutes les situations au cas par cas, pour vraiment me concentrer d'abord sur ce qui se passe narrativement et ensuite appliquer des difficultés, des tests sans m'embarrasser des règles, de la compétence que ça implique, de tels bonus qui devraient normalement s'appliquer, etc. Je ne veux plus de ça. Alors vous me direz, j'invente pas la roue, hein, sans doute pas, en tout cas c'est ma réflexion du moment. Et donc naît Décimation, vous allez voir qui ne réinvente pas la roue non plus d'ailleurs. En bon système minimaliste avec peu de règles, forcément il va être encore moins original que d'autres, mais néanmoins, c'est celui que j'utilise en ce moment et je vous le présente. Donc si vous êtes encore avec moi après cette longue introduction, ce que j'espère, allons-y. Donc pour ceux qui écoutent, là il y a un support visuel, hein, je vais vous montrer le système lui-même. Je vais faire en sorte que ce soit quand même audible si vous ne regardez pas. Alors, Décimation. Déjà, je l'ai appelé Décimation. Pourquoi? C'est assez simple. Décimation, c'est une punition à l'époque romaine où on tuait une personne sur 10. Je crois que c'était dans l'armée quand il y avait eu des rébellions ou ce genre de choses. Il faudrait que je me renseigne exactement, mais ça s'appelait comme ça, la décimation. Et donc, j'ai mis en rouge Decimus, donc 10, parce que c'est un système D10 minimaliste, tout simplement. Donc c'est pas un système particulièrement mortel, justement, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui permettent de moduler ça, mais je trouvais que le nom était évocateur et sympathique. Passez ce détail. Commençons par la création de personnages. Là encore, je vais vraiment me débarrasser du superflu, et ça ne plaira pas à ceux qui aiment la granularité, mais le personnage va être défini par un concept et un ensemble de traits, c'est tout. Rien d'autre, pas de chiffres, pas de bonus, pas de voix, de compétences ou autre. Un concept, ça va être ce qui résume ce qu'est le personnage, votre idée de base, qui peut regrouper, je sais pas moi, son métier, une particularité physique ou comportementale, bref, un ensemble de mots qui disent qui est votre personnage. J'ai un des personnages joueurs là actuellement, ça pourrait être un colosse ancien garde royal, désormais exilé, qui est maintenant bourreau. Enfin bref, vous voyez, ça peut être élaboré ou très court, peu importe. Et ça vous donne tout de suite une idée, une image du personnage. C'est un bourreau, ancien garde royal qui a une montagne de muscles et qui a été exilé. Voilà, on a tout de suite l'idée d'un équivalent de la montagne de Game of Thrones. Voilà. J'utilise celui-là parce que je le reprendrai peut-être en exemple tout à l'heure. Ça, c'est la base. Et un ensemble de traits qui définissent, qui capturent l'essence de ce qu'est ce personnage. Donc ces traits-là, on va les décrire avec quelques mots narratifs, quelques termes évocateurs, et ça va être des traits physiques, mentaux, sociaux, moraux, comportementaux, professionnels, historiques, tout ce qui peut définir le personnage. Là, on en choisit 5 positifs et 2 négatifs, parce que mine de rien, le négatif, ça donne une personnalité supplémentaire. Maintenant, si vous dites que 5 positifs c'est trop, on peut en avoir 3 positifs, 2 négatifs, peu importe en réalité. C'est pour donner une base,
un guide pour définir un personnage à travers des traits caractéristiques. Pas besoin de définir ce que chaque trait va faire exactement, quelle règle va s'appliquer à un trait. Au contraire, il faut s'éloigner de ça. Ce sont simplement des termes évocateurs qui vont aider à peindre une image mentale du personnage et donner une idée de ce dans quoi il est bon et ce dans quoi il est moins bon. Je reprends l'exemple du colosse. S'il a comme trait ancien garde royal, montagne de muscles et taille hors norme, on sait que il y a beaucoup de traits redondants qui indiquent que c'est une force de la nature et un grand combattant. Bon, là on se dit que ça va être une machine de guerre, très clairement, alors que quelqu'un qui va être simplement fine lame et qui aura d'autres traits ensuite qui n'ont aucun rapport avec le combat, on sait qu'il sera un combattant, mais pas forcément exceptionnel du type la montagne de Game of Thrones. Vous voyez, pour ça que la redondance peut être importante, parce qu'elle va accentuer certains aspects, et ça permet simplement en quelques mots de peindre une image mentale du personnage qui servira de référence au maître du jeu pour apprécier la capacité du personnage à réagir ou à être compétent dans certaines situations, comme on le verra donc dans la suite du système. Alors après, libre à vous d'inventer quelques effets mécaniques particuliers à certains traits, on ne se ferme pas la porte, mais attention, le but est justement de ne pas avoir à se souvenir forcément de chaque trait. Ça ralentit beaucoup la narration, de devoir à chaque moment dire oui, j'ai tel trait qui fait ceci, puis j'ai tel autre. Non, c'est pas le but des traits ici. Les traits doivent être vus comme un ensemble. À la limite, après, on n'y pense même plus aux traits, c'est surtout au départ pour avoir une image mentale globale de ce qu'est le personnage. Et donc au cours de la campagne, en guise d'évolution, parce qu'il n'y a pas de chiffres, alors oui, si vous aimez l'expérience et le fait de pouvoir progresser mécaniquement avec votre personnage pendant longtemps, c'est pas du tout le système qu'il vous faut, là c'est clair. Moi j'en ai jamais rien eu à faire de ce genre de choses, même en tant que joueur. Mais là, il y a quand même une évolution possible. Les personnages peuvent gagner des traits positifs ou négatifs au fil de la campagne, en fonction de ce qui se passe concrètement, en fonction de la narration, sans même parler de points d'expérience. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment dans ma campagne, même avec Seigneur et Brigand, où des traits sont gagnés en fonction de ce qui se passe narrativement, et c'est des vraies récompenses pour les joueurs et les personnages, parce que ces traits naissent de ce qui se passe, donc ils ont beaucoup plus d'importance. Et puis moi ce que je dis toujours, au-delà de l'évolution des compétences du personnage, ce qui va compter c'est leur évolution dans ce qui leur arrive, dans leur statut, dans la place qu'ils prennent dans l'histoire, dans leurs accomplissements, bref, c'est pour moi beaucoup plus important. Et ce système plaira donc forcément à ceux qui ont ce même angle d'attaque, si j'ose dire. Voilà pour la création de personnages. Alors vous voyez, hein, ça prend qu'un seul paragraphe, moi j'élabore un peu plus, c'est le but de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que le cœur du système? Alors regardons ça ensemble. Le cœur du système, déjà on va essayer de jeter les dés uniquement lorsqu'on arrive à un tournant narratif, c'est-à-dire un moment dont l'issue est incertaine et surtout dont la résolution du moment doit faire évoluer la situation de manière tangible. On ne veut pas de jets de dés qui vont avoir un impact mineur, parce que ça c'est un jet de dés de trop. Et je vous avoue que je suis moi-même en train, et ça fait longtemps, je suis encore en train d'essayer de parfaire, surtout les scènes d'action, voire même de combat, qui ont tendance à faire exploser le nombre de jets de dés qu'on fait par rapport à ce que je fais dans le reste du temps dans mes parties. Il y a une sorte de disproportion, et j'essaie vraiment de faire en sorte que le combat devienne narratif avec quelques moments clés où on jette les dés. Donc c'est vraiment seulement à ces moments qu'on doit jeter les dés. Je ne suis pas en train de renier le jet de dés, je pense qu'il est très important justement, mais il ne doit pas prendre trop de place par rapport à la narration. Il ne faut pas hésiter à faire de longues descriptions où on ne jette pas les dés. Je prendrai souvent l'exemple d'un combat, parce que c'est un exemple facile et c'est là qu'on ressent le plus le système en général. On peut très bien avoir des passes d'armes qui sont décrites et un ennemi qui vous met mal, mais après vous reprenez l'avantage, tout ça sans dés. Et puis à un moment où on sent que la narration elle devient intéressante et là ça pourrait basculer, là on fait faire un jet de dés. Et c'est comme ça qu'on doit l'utiliser. Donc le cœur du système, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ces moments-là, le joueur lance un dé de 10 et doit égaler ou surpasser un seuil de difficulté annoncé par le maître du jeu. Et donc là je vous ai fait un petit tableau que vous pouvez regarder pour vous donner une idée de ce que sont ces seuils de difficulté. Donc facile c'est de 3 à 4, moyen de 5 à 6, difficile 7 à 8 et très difficile 9 à 10. Sachant qu'on jette un dé de 10. Et donc là, on ne va jamais au-delà de 10. C'est pareil, c'est un changement par rapport à Seigneur et Brigand où mes seuils de difficulté pouvaient aller au-delà de 10 parce qu'il y avait des bonus potentiellement, etc. Là, je voulais justement plus avoir à me soucier de ça. Je voulais que ça reste dans un carcan. Donc de 3 à 10, la difficulté. Pour donner une idée, j'ai aussi ajouté à ces tâches faciles, moyen, difficile, très difficile, un équivalent en termes de dangerosité de l'ennemi. Pour vous montrer, voilà, dans quel cas, lorsqu'on est dans un combat typique,
j'ai envie de dire one-on-one, enfin à la loyale en tout cas, pouvoir se projeter et dire voilà, en fonction de la dangerosité de l'ennemi, lui donner une difficulté. Bon. Mais vous allez voir qu'au final, même ça, il faut un peu s'en départir dans certains cas parce que un même ennemi au cours d'un combat n'aura pas forcément la même difficulté en fonction de ce qui se passe. La difficulté, on va surtout l'associer à ce qui est en train de se passer, au défi du moment, plutôt qu'à la personne qu'on est en train d'affronter. Même si c'est bien d'avoir une idée de la compétence de celle-ci. Mais si vous êtes à terre et que vous avez pris, je sais pas moi, l'avantage et que vous êtes au-dessus, et en même temps vous essayez de prendre un couteau qui est par terre un peu plus loin de vous, la difficulté, ça va pas être la dangerosité de l'ennemi en face, ça va être la situation globale. D'accord? Donc il faut... C'est une sorte d'arbitrage. En cela d'ailleurs, ça ressemble aussi au système 2d6 plus bullshit du bon MJ si vous voulez regarder. Donc ça, c'est un point important. On lance un D10 et on essaie d'égaler ou de surpasser le seuil de difficulté. Là, il n'y a rien d'incroyable. Et surtout, là, c'est un facteur important. Il appartient au maître du jeu de décider des conséquences d'une réussite ou d'un échec. Et ça, c'est en fonction de l'intensité dramatique et de l'impact sur l'histoire que le test doit avoir à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Ça veut dire que ça peut être asymétrique. Je vous redonnerai peut-être un exemple après vraiment concret, mais si à un moment, lorsque un de vos personnages essaie d'en convaincre un autre de le laisser passer, donc c'est un jet un peu social, on pourrait très bien dire que la conséquence d'une réussite, c'est effectivement que le PNJ laisse passer le joueur, donc c'est une conséquence extrêmement favorable, mais qu'un échec, c'est simplement qu'il ne le laisse pas passer, point. Ou alors, autre chose, un échec, ça pourrait être que le PNJ attaque directement le personnage joueur. Ça permet en fait vraiment de moduler, et ça vaut aussi en combat. Ça vaut aussi en combat. Et ça c'est une différence par rapport à d'autres systèmes, dont Seigneur et Brigand, où ce sont les règles et les résultats du jet de dés exactement qui vont déterminer ce qui se passe. Alors que ici, dans Décimation, le jet de dés ne détermine que si c'est un succès ou un échec. Rien d'autre. Ça ne veut pas dire ce que représente l'échec ou le succès. Et c'est vrai, y compris en combat. Je le répète, c'est là où il peut y avoir une différence avec certains systèmes plus réglementés. Ça veut dire que si vous êtes dans un combat mineur et que vous ne voulez pas que d'un seul coup votre joueur puisse être oxy à ce moment-là, bah c'est tout. La conséquence d'un échec sur une passe d'armes pour ce joueur-là, ça sera une petite estafilade, ou même une blessure un peu plus forte si vous avez envie. Alors que potentiellement, si lui réussit la passe d'armes, peut-être qu'il tue en un seul coup son adversaire. Ou inversement, s'il est contre un boss ou un adversaire beaucoup plus fort, donc pour qui vous voulez que ça dure. Vous pouvez dire, bah là, à l'issue de cette passe d'armes, celui qui réussit, il va juste prendre le dessus sur l'autre, par exemple. Vous voyez? Et ça vous permet de moduler en fonction de la narration. Il y a des combats, si on reprend encore l'exemple du combat, ou même des scènes d'action, ou des scènes, peu importe, vous voulez qu'elles soient courtes. Donc il faut tout de suite qu'il y ait des impacts forts sur un jet de dés. Et il y en a d'autres, vous voulez qu'elles durent un peu parce qu'elles sont importantes, elles doivent être un peu plus épiques. Et à ce moment-là, on va essayer de diluer l'impact des différents jets de dés au fil du temps. J'espère que je suis clair, mais c'est un élément essentiel et l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu me départir de Seigneur et Brigand, pour l'instant en tout cas, on verra par la suite, pour aller vers Décimation. Et le formaliser comme ça en un système. Donc voilà pour ce qu'est le cœur du système. Maintenant, on veut aussi avoir un peu plus de versatilité. On va ajouter la règle d'avantages et désavantages, qui est bien connue, que je n'invente pas. Moi, je l'ai découverte dans Cthulhu V7, mais en fait, elle prend naissance dans, si je ne dis pas de bêtises, dans Donjons et Dragons 5e édition. Et je trouve que c'est une super mécanique que j'avais mise à la base, inclus dans le système originel de Seigneur et Brigand. Dans la première mouture du système, je n'avais aucun bonus, aucun malus, j'avais que un système d'avantages et de désavantages. Et donc j'ai voulu revenir à ça parce que ça rendait les choses très simples, et c'est vrai que je m'en étais éloigné pour avoir un petit peu plus de granularité dans le système Seigneur et Brigand. Donc c'est un vernis supplémentaire, une manière de moduler un peu plus pour le MJ, à rajouter au cœur du système. Le MJ va pouvoir ajuster la difficulté d'un test en donnant un avantage ou un désavantage au joueur. Et l'avantage, ça peut être un D10 supplémentaire et on prend le meilleur des 2 D10, ou ça peut même être 2 D10 supplémentaires, donc le joueur va jeter au total 3 D10 et prendre le meilleur. Voilà, on a 2 niveaux d'avantage, et de la même manière, on a 2 niveaux de désavantage. On peut avoir un dé d'avantage, un dé de désavantage, excusez-moi, et donc on lance 2 dés et on garde le moins bon, ou alors on peut avoir 2 dés de désavantage, donc on lance 3 dés au total et on prend le moins bon des 3. Là, c'est une mauvaise situation. Donc le maître du jeu va pouvoir moduler non seulement la difficulté brute d'un test, qui en général
va être fixe, c'est-à-dire que pour une même épreuve ou un même combat, la difficulté sera la même pour un personnage joueur ou un autre. En revanche, ce qui va différencier chacun, c'est les avantages ou les désavantages. Donc et ça, on les arbitre sur le moment, il n'y a pas de calcul particulier à faire. Et ces avantages ou désavantages vont survenir dans les conditions suivantes, lorsqu'elles sont remplies. C'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne des pistes, donc les voici. Si les traits justement du personnage et son concept, ce qui le définit, ce dont je vous parlais tout à l'heure, invitent à penser que ce personnage serait particulièrement compétent ou même incompétent dans le cadre de la tâche qu'il est en train d'accomplir pour son test, alors on peut lui donner un avantage ou un désavantage. Si on reprend le fameux personnage là qui a un équivalent de la montagne de Game of Thrones, qui est nul en combat, s'il est contre un vulgaire brigand, il n'y a pas de problème de lui mettre, je sais pas moi, 2 dés d'avantage pour représenter le fait qu'il est largement supérieur à son adversaire. Qui serait un adversaire normalement d'une difficulté de 5 pour tout le monde. Mais là, vu que c'est ce personnage-là qui le combat, on lui met plein d'avantages. D'un autre côté, s'il y avait un personnage non combattant, peut-être qu'on lui mettrait un dé de désavantage, parce que ce n'est pas un bon combattant, dans ce qu'indique son concept. C'est un arbitrage à faire. Encore une fois, on n'est pas en train de calculer chaque trait pour voir si ça fait un avantage, un désavantage. Non, c'est une appréciation globale, d'où l'intérêt d'avoir une image mentale du personnage, de ce qu'il est. C'est de l'arbitrage. On a aussi l'équipement. Si l'équipement apporte un atout, un handicap au personnage dans le cadre de l'accomplissement de la tâche, ou par rapport à un adversaire dans un combat, bah c'est pareil, il peut y avoir un avantage ou un désavantage. Si bien sûr la situation, l'environnement font que c'est pareil, ça handicape ou ça avantage le personnage, même chose, on peut avoir ce genre d'avantage ou désavantage. Et bien sûr s'il y a une blessure qui handicape le personnage ou celui qui l'affronte. Forcément là ça aura un impact, évidemment. On ne prend pas, je le répète, chacun de ces critères pour ensuite dire alors ça donne un avantage, l'autre ça donne un désavantage, donc en fait ça s'annule. Non, on fait pas ça comme ça. On regarde l'ensemble et on se dit au global le personnage est avantagé ou au global il n'est pas avantagé. Et c'est comme ça que vont fonctionner les armures, l'allonge des armes. C'est fini les bonus plus 1, plus 2 et puis en fait la protection ça fait moins 1, bref. Non, on apprécie au global et c'est l'ensemble qui va avantager ou désavantager le joueur. Et c'est la même chose en combat. Et ça pour moi c'était vraiment important pour me libérer l'esprit et me concentrer sur des choses plus dynamiques, plus cinématographiques diraient certains, dans le cadre de mes scènes d'action et de mes combats. Donc voilà, c'est le MJ qui va jauger ça pour apprécier le jet complet qu'il va demander à son joueur. Donc là, un MJ, quand il l'annonce, moi c'est ce que j'ai fait dans ma séance la veille, j'ai dit, bah écoute, qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord, tu fais ça, eh bien fais-moi un test difficulté 5 avec un dé d'avantage. Hop, c'est tout. Le joueur lance ses 2 dés, il prend le meilleur des 2 dés et il me dit s'il a réussi ou pas. Point. Et moi j'interprète les conséquences de sa réussite. Ou alors je lui dis de décrire, tout simplement. Évidemment, il n'y a pas toujours des avantages ou des désavantages, hein. Parfois, l'ensemble maintient un statu quo et on ne lance qu'un dé de 10, évidemment. Le travail en équipe. Alors là, c'est une variante très simple. Si jamais les personnages s'associent pour résoudre une action ensemble, comme pousser un lourd rocher ou simplement affronter un même adversaire simultanément, bah, chaque joueur va lancer les dés comme s'il était tout seul à accomplir la tâche, donc selon la méthode que je viens de vous décrire. Hein, on le fait individuellement et ensuite on prend les résultats finaux de chacun des joueurs, on garde le meilleur et c'est ce meilleur qui détermine si l'action elle réussit ou non. Et c'est pas l'action du personnage, c'est l'action collective au global, ce qui permet même ce qui permet en fait à tous les personnages de l'équipe de décrire ce qu'ils font et comment ils réussissent, plutôt qu'il n'y en ait qu'un seul. Finalement, dans un combat, encore une fois, par exemple, qui réussit à faire un super jet suffisant et qui décrive seul son action, non, là, vu qu'on a pris l'ensemble, il n'y a pas de problème, même celui qui n'est pas un bon combattant, vu qu'il a participé, il va pouvoir jouer son rôle et narrativement décrire ce qu'il a fait, comment il a contribué à ce combat. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément important à mon sens. Ça fait participer aussi ceux qui sont moins bons dans une tâche donnée. Un jet collectif.
Je vais vous donner un exemple concret que j'ai indiqué dans le système, qui est là, donc c'est un combat, encore une fois. Alors vous allez me dire, il pense qu'au combat. En fait, pourquoi je pense qu'au combat? Parce que je trouve que c'est surtout dans les combats que le système de jeu, sa qualité ou le fait qu'il prenne beaucoup de place ou pas beaucoup de place, entre le plus en jeu. C'est là qu'on voit en réalité, c'est là qu'on fait le plus souvent face à des contraintes. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est le plus grand défi, les combats, je trouve, en tant que maître du jeu. Enfin, pour moi, pour les rendre vivants, qu'il n'y ait pas trop de jet de dés, que ce soit narratif. Donc, je trouve que c'est toujours des bons exemples. Donc, imaginons que Alistair affronte 3 brigands. Alistair, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est l'inspiration du joueur, c'était la montagne de Game of Thrones. Donc, vraiment un combattant ultime, un bourrin qui est hors norme en termes de corpulence et de taille. Vraiment un monstre, une machine de guerre. Et donc il affronte 3 brigands. Les brigands bénéficient d'un surnombre, donc il faut quand même que ce soit réaliste. Donc là, le MJ estime que le seuil de difficulté pour les affronter est de 9, disons. C'est un gros seuil de difficulté, c'est très difficile, parce qu'ils sont 3. En revanche, Alistair, donc je vous l'ai dit, c'est un La Montagne, c'est un bourreau, il a une taille incroyable, c'est un vétéran de guerre, donc il sait vraiment se battre en plus. Donc il est bien plus redoutable que ses adversaires, et en plus, il a une hache à 2 mains, donc il a une allonge, alors que les autres en face ont que des épées courtes. Donc tout ça permet au MJ de considérer qu'il va accorder au joueur d'Alistair 2 dés d'avantage supplémentaires. Donc le joueur d'Alistair va jeter 3 dés. Donc la difficulté est élevée, mais il jette 3 dés. Et en plus de ça, comme le combat vient de démarrer, et que c'est un combat qui narrativement n'est pas d'une importance capitale. En fait, il est surtout là, ce combat, pour faire briller le joueur d'Alistair, montrer que c'est une machine de guerre. Donc le maître du jeu considère que si Alistair réussit son test, eh bien son personnage va oxyre d'un seul coup l'un des brigands. On aurait pu même dire qu'il en oxy 2, ou même les 3, pourquoi pas, si c'est une importance assez maigre. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose à faire souvent. J'ai fait un combat tout récemment où il y avait 12 adversaires au total, et ils étaient que quelques-uns en infériorité numérique. Et en fait, il faut permettre, je pense, aux joueurs de parfois en oxyre 2 ou 3 d'un coup, parce que sinon ça traîne en réalité. Bref, et le MJ aurait pu décréter que, en revanche, si le joueur d'Alistair échouait à son jet, eh bien la conséquence ne serait pas aussi drastique pour lui. Peut-être qu'il aurait simplement une blessure qui allait le handicaper, ou au contraire, encore simplement que les brigands prenaient un peu l'avantage sur lui, et que donc Alistair à son prochain jet aurait un dé d'avantage de moins. Pourquoi pas? Parce que l'impact narratif, on n'a pas envie qu'il soit mortellement blessé à ce moment du combat, et surtout pour un combat de ce type. Et ça permet vraiment, non pas de déterminer complètement l'issue de la narration pour le maître du jeu, c'est pas le but de tout contrôler évidemment, mais de dessiner les contours et les limites des impacts d'une réussite et d'un échec, pour ne pas aller vers des absurdités narratives. Ça, c'est pour moi très important. Certains crieront à l'hérésie parce qu'ils vont considérer que justement le but c'est de ne rien savoir de comment ça va se passer. Moi personnellement, je n'aime pas les absurdités narratives, même quand elles sont surprenantes. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les surprises. Mais il y a surprise et il y a absurdité narrative. Par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'un joueur one-shot un géant, alors que je voulais que ce soit une scène épique, etc. Ça casse la narration pour moi qu'un jet de dés ultra chanceux permette d'oxyre le brigand en un tour, le géant en un tour. Donc certains diront que non, c'est le jeu. Bah, très bien, mais moi je préfère que la puissance narrative soit présente. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, le hasard, d'où les jets de dés. Donc voilà pour l'exemple. Donc là, dans un cas comme ça, forcément, c'est ce que je marque ici, les brigands vont passer un sale quart d'heure. Enfin, dernier point du système, je voulais tout de même maintenir un aspect gestion, et puis en plus, là, vu qu'il y a peu de jets de dés quand même, l'impact d'un échec peut quand même être important, surtout dans certains cas, hein, comme on l'a décrit. J'aime bien quand même qu'il y ait une soupape, qu'il y ait un petit élément de tension, et donc la fortune, c'est un peu les points de chance, on peut l'appeler comme on veut en réalité, hein. On peut l'appeler détermination, c'était le cas dans Seigneur et Brigand. Là, c'est une réserve de points de fortune, donc, dans laquelle un joueur va pouvoir puiser pour influer positivement le résultat d'un test. Et ça peut se faire de 2 manières différentes. Il peut dépenser 1 ou plusieurs points de fortune avant un test, avant de voir le résultat, pour ajouter un dé d'avantage ou retirer un dé de désavantage, hein, le cas échéant, par point dépensé. Si par exemple le joueur devait jeter un test avec un dé de désavantage, excusez-moi, donc 2 dés au total pour choisir le moins bon, eh bien en dépensant
un point de fortune, il va pouvoir enlever le dé de désavantage et donc simplement lancer un dé de 10. S'il dépense 2 points de fortune, il va se retrouver avec carrément un dé d'avantage. Tout ça en respectant la limite de 3 dés à lancer, hein, quoi qu'il arrive. On ne peut jamais lancer plus de 3 dés. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de faire une sorte de pari si on veut dépenser avant. Est-ce qu'on assure un test ou est-ce qu'on ne l'assure pas mais on risque donc d'échouer, contrairement à la détermination dans Seigneur et Brigand où je permettais de dépenser pour relancer un dé même après que le résultat a été fait. Là j'aime bien le côté on parie juste avant. La deuxième possibilité pour le coup là se produit après un jet de dé. On peut augmenter le résultat d'un test, donc du dé qui détermine le résultat, de 1 par point de fortune dépensé pour un maximum de 2. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Un maximum de 2 points. Et donc on peut faire une combinaison des deux. Hein. Dépenser des points pour gagner un avantage au moment de lancer les dés. Et une fois qu'on a le résultat, si c'est encore pas suffisant, dépenser de la fortune pour augmenter le résultat. C'est tout à fait possible. Ça donne une sorte d'aspect gestion qui est extrêmement léger, tout de même, et qui permet d'ajouter une petite maîtrise supplémentaire du joueur, un aspect ludique quand même dans un système très épuré, il faut l'admettre. Ah oui, il y a un point que je n'avais pas abordé, et j'en profite pour le faire maintenant. J'ai instauré dans ce système la notion de réussite et d'échec critique, que je n'avais pas d'ailleurs dans Seigneur et Brigand, sur un résultat de 10 naturel, je dis bien naturel, c'est-à-dire sans que la détermination ait été dépensée. Il faut vraiment qu'il y ait un 10 qui apparaisse sur le dé. Là, c'est une réussite critique. Donc en général, ce qui se passe est une version exacerbée de ce que le MJ avait prévu pour une réussite classique. Donc par exemple, dans l'exemple précédent, si Alistair devait normalement oxyre un brigand sur une réussite, s'il fait une réussite critique, on peut dire qu'il en oxy 2, voire 3. Pourquoi pas. L'échec critique, c'est sur un 1. Lorsque le résultat final est un 1, hein, je précise, si vous avez un 1 sur un dé, mais que vous avez un dé d'avantage et que sur le dé d'avantage vous avez fait 8, c'est pas un échec critique, et bien à ce moment-là, c'est un échec critique et donc c'est une version exacerbée qui vous arrive de la conséquence d'un échec classique. Et en revanche, comme je viens de le dire, c'est des 1 ou des 10 naturels, donc dépenser de la fortune ne peut pas permettre d'échapper à un échec critique, ça c'est très important. Un personnage commence le jeu avec 2 points de fortune, c'est complètement arbitraire, si vous avez envie de le faire commencer avec plus, vous pouvez. Et en revanche, il peut en accumuler que 5 au maximum, jamais aller plus que ça. Et j'ai volé une règle à un système que j'ai découvert récemment qui est assez sympathique, qui est Easy D6. Easy D6, je crois que c'est ça. Ouais. En français, je ne sais pas comment ils le traduiront. Ils le traduiront sans doute pas. EZD6, hein, si vous voulez regarder. Y a plein de trucs que j'aime dans ce système-là, même si bon, les combats, pour moi, il y a trop de jets de dés, des jets d'absorption, tout ça. Mais il y a une mécanique que j'adore pour les points de fortune, qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs dans le jeu, c'est qu'on en récupère un à chaque fois qu'on échoue à un dé, à un résultat, enfin à un test. Et je trouve que dans un système tel que celui-ci, dans lequel on jette assez peu les dés, justement, ça peut être très frustrant de ne pas avoir de bol et d'échouer à tous ces tests. Par conséquent, je trouve qu'il faut une sorte de compensation qui va être le fait qu'on regagne des points de fortune. D'autant plus que dans ce système-là, dépenser des points de fortune ne garantit pas un succès. Donc c'est important de pouvoir ensuite avoir une sorte que la chance revienne et qu'on puisse regagner ça. Donc c'est un point de fortune et regagné par échec. Ça, c'est très important. Et comme il y a un maximum de 5 points de fortune, ça veut dire que ça va beaucoup fluctuer. Ça va être instaurer une sorte de dynamisme dans le système plutôt que d'avoir des réserves très importantes. Là, ça va se vider assez vite, mais ça va se recharger également assez vite, au gré de la narration et donc du nombre de jets de dés, de la fréquence des jets de dés qui sont demandés dans vos parties. C'est une manière assez élégante de s'adapter justement au nombre de jets de dés qui sont sollicités par le maître du jeu dans vos parties. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce système décimation. Donc moi je l'ai testé une fois pour l'instant, ça tourne pas mal. Je vais continuer, je vous le soumets tout de suite. Vous allez pouvoir le télécharger sur mon Discord, je ne le mettrai pas sur DriveThruRPG, hein. Je vais le mettre dans un salon dédié sur mon Discord, un salon qui va s'appeler Décimation, tout simplement. Donc vous pourrez le télécharger, il fait que 2 pages, c'est pas beaucoup de lecture. Et si vous avez envie de tester un système épuré, minimaliste, n'hésitez pas à tester celui-ci. Il existe évidemment plein d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura
à minima inspiré, que ça vous aura fait réfléchir sur peut-être la manière dont vous voulez gérer votre narration dans les jeux de rôle au regard des règles. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Rejoignez le Discord si vous avez envie de poursuivre la conversation. Le lien est dans la description. Abonnez-vous évidemment et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.